Alors, merci à tout le monde d'être venu pour m'écouter ce soir. Merci encore à l'équipe du musée de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Grégory Bossard, anthropologue. Alors, à la base, je ne travaille pas trop sur ce genre de sujet. Ma spécialité, c'est les crises et les catastrophes. Sauf qu'effectivement, à côté de ça, j'ai aussi d'autres thématiques de recherche. Et par exemple, parmi elles, la cryptozoologie. Alors, pas tant la cryptozoologie en tant que contenu. Je suis anthropologue, donc ce qui m'intéresse n'est pas tant le contenu de ces récits que ce qu'en font les gens, en fait. Donc, ce que je vais présenter là, c'est le compte-rendu d'un dossier cryptozoologique et notamment ce qu'en ont dit les gens. Voilà. Donc, moi, après, j'essaie un petit peu de reconstituer les choses, de présenter les choses de façon pertinente, intelligible, pour présenter un petit peu l'affaire, non pas de façon détaillée, parce que ce n'est pas ça vraiment qui est important, je vais revenir dessus un peu plus tard, mais c'est pas le but, ce n'est pas de statuer sur quelque chose, c'est plutôt de dire, voilà, à partir de ça, voilà ce qu'on fait, voilà ce que font les gens, et voilà ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Donc, sur cette base, j'ai fait un ouvrage qui est avant tout un rendu pour les gens du terrain. Alors, quand on est anthropologue, il y a une sorte de contrat tacite qu'on signe au début, hein, c'est qu'on travaille avec des gens, ils nous donnent de leur temps, et en échange, on fait quelque chose pour eux, on rend quelque chose, c'est-à-dire on fait un compte rendu qui leur parle, et qui soit une façon de dire bah, merci pour votre travail, votre collaboration, nous on échange, voilà ce qu'on a fait de ce que vous nous avez donné, et en espérant que ça leur plaise. Donc c'est dans cette perspective que j'ai fait cet ouvrage à la base. Et donc voilà. Mais comme mon éditrice ne voulait pas faire un essai de cryptozoologie, ce qui aurait plus plu à mes enquêtés, j'ai fait quelque chose qui était un peu plus, on va dire, dispatché. Et donc il y a 4 pistes de lecture. Il y a à la fois c'est un essai sur l'idée d'aventure moderne, c'est-à-dire l'idée d'aventure qu'on peut vivre aujourd'hui dans un monde hyper connecté qu'on pense déjà tout explorer. Il y a aussi bien sûr une rétrospective de l'affaire Hibagon, c'est-à-dire une partie des faits qui a été reconstituée, mais pas tout le dossier. J'ai tout le dossier chez moi, mais je n'ai pas tout utilisé, parce que sinon ça faisait essai de cryptozoologie, et ce n'était pas le but. Il y a aussi l'idée de faire une esquisse ethnographique de la cryptozoologie, c'est-à-dire de dresser un portrait des cryptozoologues, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils font, etc. Mais à travers mes mots, mes expériences, parce que c'est tellement diversifié que je ne pouvais pas, en un livre, faire un brossé, un tableau intégral et exhaustif. Donc j'ai pris le parti de me prêter à leur jeu, de faire comme eux, de faire une enquête. J'en ai choisi une qui leur plaisait, en disant voilà, ça vous intéresse, moi je peux le faire pour vous parce que vous ne parlez pas japonais, moi oui, je vais au Japon, donc je le fais pour vous. J'ai reconstitué ça, et c'était une des bases, bien sûr, de l'ouvrage. Et il y a aussi dans l'ouvrage une volonté d'amorcer une réflexion sur les préconçus et les préjugés sur la culture japonaise. Tout ce qu'on entend souvent. Essayer un petit peu de casser quand c'est nécessaire, en disant, voilà, le Japon, c'est ça, c'est vrai, mais c'est aussi ça. Le Japon un peu plus cru, un peu plus brut et réaliste, quitte à casser des fantasmes parfois, hein, c'est un peu aussi le rôle de l'anthropologue, c'est être un petit peu buzzkiller, hein, c'est celui qui fait chier parce qu'il dit des choses qui ne sont pas forcément très agréables, mais il faut le faire. Donc voilà, donc ça c'était la base de mon ouvrage. Je reviens un petit peu sur les faits, donc d'abord je vais parler des faits bruts, ce qui vraiment s'est passé. Après on va essayer un petit peu de présenter de façon un peu plus analytique, donc de faire le point sur ce qui a été vu, ce qu'on peut en tirer comme hypothèse, et faire un peu le tour du dossier, on va dire. Et après, à partir de là, essayer de faire une approche plus culturaliste et en venir un petit peu justement à l'explication propre à l'anthropologie, on va dire, de façon grand public. Voilà. Donc pour vous présenter un petit peu le terrain, Hibagon, ça prend place dans ce qu'on appelle les monts Hiba. Alors, dans les monts Hiba, il y a le mont Hiba, mais il y a aussi 4 autres montagnes. C'est pour ça que c'est un peu confus. Donc 4 montagnes qui sont le mont Eboshi, Hiba, Ikenodan, Tate, Eboshi, Ryuo, et donc le sanctuaire Kumano. Il est assez important, donc je reviendrai dessus plus tard, mais il a son importance dans l'affaire. C'est pas une zone très très grande en fait, hein. On pourrait s'attendre justement à voir ce genre de dossier émerger dans des zones très vastes, mais là, cette zone-là, je crois que c'est à peu près 400 hectares, quelque chose comme ça, c'est pas très très grand. Alors après, ça se limite pas à ça, bien sûr, mais ça fait, on va dire, c'est la scène principale. Donc, je vais avancer. Alors ça, c'est ce que vous pouvez voir un petit peu à l'entrée de Shobara, qui est une des villes où est rattachée Saijo, la ville où s'est passé l'événement. Donc ça, c'est une statue qui a été érigée après que le dossier soit fermé, que ça fait un gros boucan médiatique, etc. Et là, la petite pancarte à côté, c'est plus récent, c'est l'aspect un peu tourisme. On a fait une mascotte mignonne avec, et en fait, on a développé un peu le tourisme par rapport à ça.
C'est souvent le cas en cryptozoologie, hein, parce que bon, forcément, ça attire les curieux, donc ça génère un peu de profit au niveau du tourisme. Parfois d'ailleurs, ça génère de façon un peu forcée des canulars, des choses comme ça. C'est connu, notamment dans le cas Bigfoot et compagnie. Le monstre du Loch Ness, c'est pareil. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le panorama. Vous ayez un petit support visuel. Alors ça, c'est un ouvrage qui a été la base de mon enquête et qui est, en fait, qui sont les mémoires d'une personne qui s'appelle Mikoshi Toshihiro. C'est la personne qui, à l'époque, a été chargée de faire la gestion de l'affaire. C'est-à-dire, en fait, il était chargé de collecter les informations quand on le contactait pour ça, de faire la reconstitution sur place avec les témoins, de vérifier la crédibilité des témoins auprès de la famille, auprès des voisins, etc. Qui a été chargé aussi d'accompagner les gens sur le terrain parce que ça a aussi intéressé des chercheurs d'universités japonaises et autres dans tout le pays. Donc ils sont venus sur place pour essayer de faire une enquête un petit peu. Et donc c'est lui qui a accompagné aussi les gens. Donc c'est la personne qui a tout coordonné, qui a vu tout ce qui s'est passé. Et cette personne, en 2008, elle sentait sa fin de vie approcher, donc elle a voulu laisser un souvenir de cet événement particulier qui s'est produit dans une petite ville, comme il en a des milliers dans le monde, hein, qui n'a aucune histoire quasiment, enfin si bien sûr locale, mais il ne s'est jamais passé rien d'extraordinaire là-bas. C'est une ville très rurale, très calme, et donc pour marquer le coup, il a voulu en fait publier ses mémoires. Alors, dedans, c'est assez superficiel parce que bon, il parle des faits, il parle de son expérience, mais il parle aussi beaucoup, on va dire, de ses mémoires à lui, des mémoires du village, un petit peu de l'ambiance locale, etc. Donc c'est un peu diffus et c'est pas un compte rendu précis de la chose, hein. Mais malgré tout, c'était le seul document qu'on avait en 2008 qui était accessible, on va dire, par la littérature. Et donc j'ai essayé de le contacter. Il n'a pas souhaité s'étendre parce qu'il avait dit qu'il avait déjà tout dit à la presse depuis très longtemps, parce qu'on avait beaucoup interrogé, vous doutez bien. Et il n'a pas voulu me rencontrer à ce moment-là. Donc moi j'ai passé, j'ai fait autre chose, hein. J'étais au Japon pour d'autres affaires, notamment pour mon doctorat. Enfin, j'avais des terrains à faire. Et plus tard, donc en 2013, j'ai eu l'occasion de retourner là-bas sur place, en fait, parce que je devais ethnographier un typhon. Enfin, du moins la réaction des gens à un typhon. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion, ça se passe près de Hiroshima, je vais faire un petit tour là-bas et puis je vais voir justement ce que je peux collecter. Donc là-bas, j'ai rencontré la personne qui aujourd'hui gère le fonds d'archives, qui a tout, qui a hérité de tout ce qui reste, donc des photographies de l'époque, des coupures de journaux. Malheureusement, ce monsieur qui a écrit le livre, il avait emporté des documents avec lui pour faire le livre et il est décédé sans qu'on sache où ils sont passés. Donc une partie est manquante. Donc j'ai récupéré tout ce qui restait, qui avait été compilé par M. Maeda, hein, qui actuellement gère, c'est un département, l'Office de tourisme, qui gère tout ça. Et donc en utilisant tous ces matériaux, j'ai reconstitué un petit peu le gros de l'enquête. Non pas pour faire un point précis et statuer sur la légende, mais plutôt pour dire voilà ce qui reste, voilà ce qu'il en a été, et après à chacun de s'y intéresser, soit de continuer, soit de statuer, etc., etc. Donc l'affaire Guébagon, concrètement, c'est assez court. Ça dure environ 4 ans, avec des hauts, des bas. En fait, ça commence vraiment en 69. Ça commence comme pour l'affaire Bigfoot, par des découvertes d'empreintes sur un chantier. Alors à l'époque, il y avait le chantier d'un parc de loisirs, Kemmin no Mori, qui aujourd'hui est un parc de loisirs, une station de ski, hein, comme toutes les stations de ski, mais à l'époque, elle n'était pas encore construite. Et donc ce sont des ouvriers qui ont découvert sur le revêtement d'un sentier du chantier des empreintes de pas. Ça a commencé comme ça. Je montrerai l'empreinte après. On verra ce qu'on en pense ou pas. Ça a commencé comme ça. Après, il y a eu des rumeurs. Ça a commencé à circuler un petit peu dans les environs, dans le village. Mais à ce stade, il n'y avait pas vraiment d'animal qui avait été aperçu. Et un jour, en 70, donc Mikoshi, qui a écrit l'ouvrage, reçoit un coup de téléphone, justement, de son cousin, qui voulait en fait joindre sa femme qui était chez lui. Je sais plus, non, c'est l'inverse, c'était la femme qui voulait joindre son cousin qui était en visite chez lui et qui lui disait de faire attention en fait parce que une sorte de créature un peu monstrueuse avait été aperçue dans les environs. Donc là, la rumeur était passée un petit peu au cran dessus, si vous voulez. On avait aperçu quelque chose, les gens avaient eu peur et ça a commencé à circuler à partir de là. Et en fait, peu de temps après ça, ça a commencé. Des premières observations ont été effectuées et ont été enregistrées. Ça, c'est l'empreinte qui avait été collectée sur le sentier. Environ 23 cm
légèrement incurvée. On voit les doigts qui sont assez courts sur le bout, avec cette forme un petit peu étrange qui évoque certaines empreintes de primates. Je reviendrai un petit peu dessus sur les possibilités, hein, sur ce qui a été, sur les hypothèses et sur les possibilités de ça. Donc ça, c'est la première qui a été enregistrée en fait. À partir de là, en fait, on a eu plusieurs observations qui se sont succédées, notamment une bonne dizaine, 10 ou 12, qui ont été les premières à lancer, si vous voulez, une espèce de buzz médiatique. Parce qu'à ce stade-là, en fait, c'était local, donc les gens avaient, voilà, ils échangeaient. On contactait la mairie, voilà, on a aperçu ça à tel endroit, tel endroit. Les gens étaient un peu en panique parce que personne ne savait ce que c'était. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas d'identification précise, au point qu'une cellule de crise a été créée au sein de la mairie pour gérer ça, parce que bon, gérer la panique des gens dans un village très calme, c'est pas forcément évident, parce qu'il n'y a pas de structure pour s'adapter, les gens ne sont pas habitués. Il y a des policiers qui venaient, très peu, hein, pas beaucoup de policiers en campagne, qui venaient accompagner les enfants sur le chemin de l'école pour pas qu'ils soient tout seuls. Donc il y a vraiment une vraie peur en fait, qui s'est installée, comme nous on pourrait avoir par ici, par exemple, quand on signale un grand félin en fait, dans le Pas-de-Calais qui se balade dans la nature. Il y avait un peu ça qui se produisait en fait. Et donc les témoignages ont amplifié ce mouvement, si vous voulez, de panique, qui fait qu'on a mobilisé la mairie, on s'est dit, bon, il faut faire quelque chose, on va répondre aux demandes des gens, parce que les gens ils commencent à appeler de plus en plus pour demander ce que c'est, demander des renseignements, demander d'agir pour faire quelque chose pour ça. La police n'était pas à même de gérer parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux, c'était trop disparate, le territoire est assez grand, hein. Les zones rurales au Japon, les villages s'étendent sur des très grands territoires. 3-4 policiers ne peuvent pas faire tout un territoire et tout quadriller. Donc on a décidé, en fait, si vous voulez, en 71, de créer un département au sein de la mairie, au sein de la collectivité de Saijo, qui serait destiné à gérer justement à la fois les demandes de renseignements, de répondre au téléphone de tous les gens qui appelaient, hein, c'est-à-dire des chercheurs d'autres universités, les gens du coin, des curieux simplement d'autres régions qui appelaient pour savoir ce qui se passait, etc., etc. Et en même temps de commencer une démarche de consignation. Alors ça c'est très intéressant parce que ce n'était pas forcément le réflexe qui est toujours mis en place dans ce cas de figure, hein, sur d'autres cas, d'autres pays par exemple, ça ne se voit pas forcément. Donc de consigner tout ça, d'archiver et surtout de reconstituer les faits. C'est-à-dire qu'en fait, on a nommé une personne spécifique qui était un fonctionnaire de la mairie, hein, qui faisait un travail de fonctionnaire tout à fait habituel, à qui on a dit, bah, tiens, tu te mettras à ce département-là et tu gères tout. Et tu fais aussi toutes les reconstitutions. C'est la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, Mikoshi Toshihiro, qui a donc, avec les témoins, à chaque fois qu'on l'appelait, il allait sur place avec le témoin, il reconstituait, il prenait les mesures, il vérifiait s'il y avait des traces de passage. Souvent, ça se faisait très vite, 2-3 heures après, hein, donc on avait vraiment encore possibilité d'étudier un petit peu, si vous voulez, le lieu du crime, entre guillemets. Et tout ça a été consigné progressivement dans les archives de la mairie. Donc ça, c'est la première phase. Il y a eu une grosse phase comme ça, très active, avec une réactivité intense sur quelques mois, hein, presque un an, jusqu'à la création du département qui s'appelait le Luigi N. Kakali. Concrètement, c'est le bureau d'études du singe anthropoïde. C'est les Japonais avec leur nom un peu à rallonge, un peu fantasque. Là, une des empreintes qui ont été collectées, alors ça ressemble à la main d'un gorille, un peu. Sauf que les gorilles ne marchent pas a priori avec les mains à plat, hein, mais concrètement, c'est ce qu'on peut dire à ce stade-là. Ça correspond à peu près au niveau des dimensions, un peu au niveau aussi de la forme. Ça, c'est la carte. Alors ça, c'est la carte du territoire de Saijo. Vous voyez, c'est assez grand quand même. Tous les petits points, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sont les observations dans l'ordre dans lesquelles elles ont été enregistrées, donc de l'ordre chronologique aussi. On voit que certaines sont rapprochées. Les premières sont situées dans la même zone. Et en fait, on a un déplacement des observations vers le sud du territoire de Saijo. On a quelques informations. Hein, bon, les empreintes, où elles ont été trouvées. Vous avez les petites traces d'empreintes. En fait, à côté, c'est la date S, c'est pour Showa. Showa, c'est l'ère. Showa 46. Donc, c'est 70. Et après, vous avez une empreinte représentative avec les dimensions, etc. etc. Bon, ça, c'est assez sommaire à ce stade. Hein. Donc, je vais parler un peu des 9 premiers témoignages, parce que concrètement, environ 30 à 33 témoignages ont été enregistrés, c'est-à-dire enregistrés avec démarche de reconstitution. Et alors, on dit qu'une centaine a été émise. Alors moi, j'ai jamais eu de traces concrètes de 100 témoignages.
Donc moi, je retiens un minimum les 30 parce que ça, j'ai des traces écrites, des archives. Et concrètement, je veux dire que les plus intéressants sont les 10 premiers, et notamment les 3 premiers. Donc c'est là-dessus que je vais me concentrer parce que c'est ça qui est vraiment, en gros, dont on peut parler. Hein. Pour le premier, en fait, ça s'est produit, je remets la carte, près du barrage, en fait, près de la gare de Yuki. Yuki, c'est un lieu-dit de Saijo. Il y a la rivière, la Saijogawa, avec un grand barrage, et en fait, l'animal montait, il a traversé la route devant le témoin était en camion. L'animal est monté rapidement de la digue et a traversé la route pour disparaître dans la montagne. La route, je l'ai vue, je suis allé sur place avec monsieur Maeda. C'est pas très très large, hein. On passe 2 voitures au standard, c'est une route de montagne, et après derrière ça passe directement dans les bois et on remonte vers la montagne, quoi. Donc ça c'est le premier témoignage. La personne était assez surprise, donc elle a pas, sur le coup elle n'a pas pu identifier clairement l'animal. On a quelques éléments qui sont souvent assez sommaires. Là, concrètement, là c'est du texto, hein, je vous retranscris un peu texto, c'est un animal de la taille d'un veau, donc animal assez gros, sachant que c'est un animal qui était avec le dos courbé et qui est à la fois qui alterne la bipédie et la quadrupédie. D'où le fait d'être un peu courbé comme une espèce de vache sur la route. Il disait tout de même qu'il ressemblait à un gorille. Alors le gorille, c'était connu à l'époque au Japon. Je reviendrai dessus après. C'est pas quelque chose de très courant, mais c'était connu quand même. Donc la comparaison, là c'est pareil, c'est le mot gorilla qui est utilisé, donc c'est le mot gorille. Donc ressemblait à un gorille. On a un témoignage 3 jours plus tard, donc très près du lieu précédent, hein, 1 kilomètre je crois. Et là, c'était un témoin qui était dans un cimetière derrière chez lui et il défrichait. En fait, ça se fait souvent, les personnes qui habitent près des cimetières. L'esprit de communauté est assez fort au Japon, hein, surtout dans les zones rurales. Donc, on entretient spontanément, en fait, si vous voulez, les locaux, le matériel, etc., et notamment les cimetières. Donc, des gens du coin viennent défricher les cimetières, nettoyer un petit peu les tombes, des choses comme ça. Donc, pendant qu'il faisait ça, le témoin, en fait, s'est senti observé. Donc il a cherché un petit peu d'où ça venait, et à flanc de montagne, donc le cimetière étant justement directement à flanc de montagne, il a dans la végétation vu qu'on l'observait. Donc il décrit une silhouette qu'il croyait d'abord humaine, mais assez étrange, avec un regard très étrange, et qui se tenait droit dans la végétation comme ça et qui a disparu. Donc il a eu très très peur, il est rentré directement chez lui, et il n'y a pas vraiment de description qui a été donnée par rapport à ça. Donc là pour ça c'est assez flou en fait. Le troisième témoignage, en fait, c'est le témoignage qui a été le plus important, qui a eu le plus de répercussions dans les médias. C'est un témoin qui se baladait le soir. En fait, sur sa propriété, il avait une ferme avec des rizières. Et donc, le soir, il avait l'habitude de se balader le long de ces rizières pour prendre un petit peu l'air. Et là, cette fois-ci, alors que c'est au crépuscule, donc la luminosité est très descendante, et il voit une silhouette s'approcher de lui. Et donc, il disait qu'à l'époque, il y avait la grand-mère d'à côté, sa voisine, qui venait souvent chez lui prendre son bain, en fait. Parce que c'est vrai que dans les zones rurales du Japon, à cette époque-là, tout le monde n'était pas équipé encore de salle de bain spécifiques. On est souvent soit dans les bains publics, soit effectivement profiter du bain chez les voisins. Et donc, cette grand-mère venait souvent chez lui. Donc, lui, il s'approche, il appelle, il dit grand-mère, je suis là, pour l'interpeller. Et là, donc, lui était persuadé que c'était la grand-mère d'à côté, en fait. Il approche avec sa lanterne. Et là, il dit que quand il arrive à 2-3 mètres, elle ne répond pas du tout, donc il met la lanterne devant son visage pour se signaler à elle, en fait. Et là, il dit qu'il y a une grosse surprise. Il se retrouve face à une espèce de gros primate, tout poilu, qui s'approche en fait de lui en levant un peu les bras. Il décrit comme un gorille amoureux, en fait, donc comme ça, en écartant un peu les coudes. Et donc là, il a dit il est la frayeur de sa vie. Il a filé chez lui, il s'est enfermé, barricadé. Il disait même, en fait, il faisait 40 degrés, c'était en plein été, j'ai fermé les volets, j'ai fermé la porte, je me suis planqué sur mon canapé et j'ai attendu que ça passe. Il est resté un long moment là-dedans et il était tellement flippé que finalement, il a fini par sortir de sa maison, aller chez ses voisins et se réfugier chez eux. Et effectivement, alors lui, à ce stade, c'est sa déposition, mais j'ai retrouvé en fait dans des archives la déposition des voisins qui disaient qu'effectivement, il était bien flippé. Et à un tel point qu'en fait, il ne voulait même pas boire. Il dit il avait la gorge tellement serrée qu'il ne pouvait pas boire d'eau en fait. Et il est tremblé et il est en état de choc. Donc le témoignage en fait a été vraiment tellement détaillé, c'est le seul témoignage de rencontre rapprochée, vraiment aussi près, hein, 3 mètres, c'est très proche, 2 ou 3 mètres, que la presse bien sûr s'est déchaînée, ils sont venus sur place, ils ont demandé des interviews, même des gens en fait qui n'étaient pas du tout la presse, hein, juste des civils, des citoyens venaient chez lui pour lui poser des questions, pour demander son témoignage, il est passé à la télé, et finalement il a tellement été
emmerdé, excusez-moi du mot, qu'il disait qu'il ne pouvait plus travailler en fait. À la base, il était fermier et il ne pouvait plus faire son travail parce qu'il était tout le temps sollicité par les gens. Donc ça l'a tellement agacé qu'après il a décidé de ne plus en parler. Il ne voulait plus en parler à personne, ça l'a gonflé pendant des années. Malgré tout, c'est un témoignage qui est resté assez fort, et qui a souvent été repris d'ailleurs, qui a été repris aussi dans le film. Il y a un film qui a été fait, Hitoshi no Hinagon, qui est un film très très marginal, hein, qui n'a pas grand intérêt cinématographique non plus d'ailleurs. Et enfin bref, donc voilà, c'est devenu presque une espèce de signature en fait de cette affaire, on va dire, ce troisième témoignage. Le quatrième, un peu plus tardif, près des sources thermales. Donc ça, c'est un peu remontant la route. Même condition que le premier témoignage. L'animal en fait traverse la route. Alors c'est pareil, la nuit tombée, le témoin rentre du travail au volant de sa camionnette. Il a une petite K-car, en fait, c'est des voitures carrées, fourgonnettes là, et il rentre du travail. La nuit commence à tomber parce qu'au Japon ça tombe très vite la nuit, hein, même l'été. On n'a pas de décalage, on n'a pas d'heure d'hiver, d'heure d'été comme nous. Et là en fait, il tombe sur pareil un animal, un gros animal qui bloque la route. Donc il pense que c'est une vache qui s'est échappée d'un pré. Donc il va pour descendre pour essayer de pousser la vache, quoi, comme ça se fait, comme on ferait pour des moutons sur la route quand on va en montagne. Hein. Et là, pareil, il se rend compte que c'est pas une vache. Et bon, là, il a un peu peur. Donc il rentre dans sa voiture et il attend un peu. Il voit que l'animal ne bouge pas. Donc il klaxonne, il met les phares dans sa figure. Et là, en fait, il décrit l'animal. Il dit déjà les yeux sont phosphorescents. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est quand même un détail qu'on n'invente pas comme ça spontanément, on va dire, et qui donne des informations sur le mode de vie peut-être de l'animal et sur sa nature. Il a aussi un nez qui est aplati, orienté vers l'avant, avec les naseaux vers l'avant du coup. Donc pas de pronatisme qui est signalé, hein, donc, contrairement à beaucoup de singes. L'animal, pareil, n'est pas effrayé du tout, mais pas du tout. Il le fixe du regard et il ne bouge pas. Et là, il commence un peu à s'impatienter, il fait rougir le moteur, il essaie de le faire klaxonner pour le faire partir. Et là, l'animal se lève, il était à quatre pattes, il se lève et il se part tranquillement sur la route. Il part par un pré. Et là, la reconstitution a été faite et effectivement, M. Mikoshi a trouvé des dégâts sur le passage qui a été fait par l'animal en fait. Donc celui-ci était aussi assez intéressant. Il a été enregistré, collecté. On a un cinquième témoignage. Alors celui-ci, c'est pas l'enfant. Alors pareil, observation rapprochée, environ 5 mètres. C'est quelqu'un qui cueille des champignons. Il approche dans la forêt et là il voit quelqu'un qui est assis par terre. Nu quoi, enfin nu avec un poil. Donc il s'approche et il pensait que c'était une personne qui était venue aussi cueillir des champignons avec une tenue bizarre. Et là l'animal se retourne et il voit que c'est pas un être humain. Donc pareil, il flippe et il rentre chez lui rapidement. Donc il décrit rapidement une grande créature simiesque avec un pelage marron, pas beaucoup plus que ça, parce que il n'est pas resté assez longtemps pour ça simplement. Mais il l'a vu de près et en plein jour. Sixième témoignage. Alors là, c'est intéressant parce que c'est un témoignage qui a été corroboré, un témoignage collectif. Le témoin accompagnait des amis à sa porte, parce qu'ils avaient passé du temps chez eux, donc ils sortent. Et comme nous on pourrait faire, hein, discuter sur le palier avec les gens qui partent, quoi. Et là, en fait, en regardant un petit peu ce qui se passe autour, il voit un espèce de truc bizarre qui se déplace un petit peu, il dit un peu dandinant comme ça, maladroitement debout, sur la route à 50 mètres, près du bord de la route. Donc il interpelle les amis qui sont là et puis il voit ça et donc ils y vont, voir. Donc quand ils arrivent, bien sûr, l'animal est disparu, mais ils peuvent collecter les empreintes qui sont restées. Donc les empreintes ont été collectées. Voilà, donc ils décrivent un animal qui fait environ 1,50 m, disent le torse à peu près 1 m, 1,10 m, donc 1,50 m, 1,60 m pour l'animal, bipède mais maladroit, qui se dandine un peu, qui marche assez mal. Et donc avec l'alternance bipédie-quadrupédie comme on a eu précédemment. Un septième témoignage, là pareil, encore un cas de figure où l'animal traverse la route devant le témoin. Donc là cette fois-ci, il y a moins de détails parce que l'animal est passé rapidement, le témoin n'est pas resté sur place. Il décrit juste encore un animal assez gros, la taille d'un veau, d'un bœuf, qui marche à quatre pattes sur la route. C'est étonnant parce qu'en fait, à chaque fois qu'il est sur la route, il a quatre pattes. Et souvent, il se dresse pour rentrer dans la végétation, dans la montagne ou dans les prés. Et donc voilà, l'animal traverse tranquillement, retourne sur le flanc de montagne. Le témoin, il ne sait pas trop ce qu'il a vu, mais bon, il a vu quelque chose. Il rentre chez lui. Après, il contacte la mairie. Il dit voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ils font la constitution, c'est enregistré.
Le huitième témoin, c'est un enfant de 12 ans en fait. Alors c'est un peu triste parce que finalement l'enfant, il a été harcelé à l'école pour ça. Parce qu'il a raconté son histoire, il a donné son témoignage. Et malheureusement, les enfants, comme ils sont parfois un peu cruels, ont commencé à le traiter de menteur, à le harceler, à le brimer à l'école. Et l'enfant s'est refermé totalement sur lui. Il dit qu'il n'en parlerait plus jamais. Et il n'a jamais reparlé de ça en fait non plus. Donc, par contre, lui, il avait aussi d'assez près. Pareil, il chasse pas les champignons. Il allait ramasser les champignons. Et donc, il arrive, pareil, il croise aussi une silhouette qui semble humaine, mais qui n'est pas humaine. Donc, il voit bien qu'il y a un problème. Et là, quand l'animal le voit, il s'approche en courant. Donc, l'enfant a peur et il s'arrête un peu. L'animal s'arrête à 7 mètres de lui. Et donc, il a le temps de le voir. Il décrit donc une face assez plate, avec une peau brunâtre, des yeux assez enfoncés, une arcade assez proéminente. Et surtout, il dit que sa tête a une forme un peu de pelle à poussière renversée. Donc un peu triangulaire, si vous voulez, mais vers le menton. Il décrit, donc il dit des cheveux de 5 cm. Donc il a dit en fait une espèce de petite toison sur la tête, sur le haut de la tête. Neuvième témoignage, pareil, aperçu sur la route, donc pas beaucoup, une description assez imprécise, juste comparé à un gorille, une taille à peu près d'1,60 m. Voilà, on n'a pas grand-chose à ce stade-là. Et après ça, les témoignages sont plus ou moins de cet acabit, donc c'est pour ça que je ne les ai pas retenus pour les discuter, parce qu'ils ne sont pas vraiment intéressants, sans avoir les détails. Parce que ça, en fait, si vous voulez, ce sont déjà des comptes rendus d'archives, donc c'est déjà assez imprécis. Et si on dilue encore la sauce, bon, il n'y a plus rien à en tirer, quoi. Donc voilà, sur la base de ces 9 témoignages-là, c'est quelques photos d'empreintes qui ne sont pas très bonnes, en fait. Ils n'étaient pas très doués pour les photos à l'époque, je crois. Enfin, après, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, mais on ne tire pas grand-chose. Là, ce sont des photos. Alors, ce sont des documents historiques, donc je les ai récupérés, bien sûr. Et comme ils avaient conscience du fait qu'on ne pourrait rien voir sur les photos, ils ont décidé d'entourer, là c'est mignon d'ailleurs, le tour de l'empreinte avec des herbes pour qu'on voit un petit peu la forme de l'empreinte. Alors c'est gentil, mais on voit rien du tout, hein, c'est pas du tout exploitable. Mais ils ont essayé, donc on peut toujours... voilà. Alors du coup, j'ai essayé un peu de comparer aux principales empreintes qu'on peut trouver de grands primates, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Moi, j'ai l'impression que ça se rapproche un peu de l'orang-outan pour le pied et un peu du gorille pour la main. Donc, un primate, sans doute. Quel primate, on ne sait pas. Enfin, on peut pas dire, quoi. Mais en tout cas, c'est une comparaison. Voilà, c'est pour vraiment donner un espèce de visuel de la chose. Hein. On va dire c'est les 2 empreintes les plus précises qu'on ait. Eux, je ne doute pas qu'ils aient vu d'autres choses plus précises, mais nous, c'est tout ce qu'on a. Donc, du coup, c'est tout ce qu'on peut faire par rapport à ça. Après cette séquence de témoignages, 10-12 témoignages, on a des observations sporadiques. C'est vraiment de temps en temps, en fait, ça ressort. Donc ça fait comme ça se calme. On ne parle plus trop. On fait des événements quand même. Hein. On en profite pour sortir toute la batterie de création artistique pour faire du tourisme local. Hein, et, des plats au nom de hibagon tamago, etc. Et puis on essaie de faire un peu de business dessus. Alors entre-temps, les gens statuaient sur ce qu'il fallait en faire. Il y a des gens qui voulaient l'abattre parce que, je sais pas pourquoi, comme ça, parce que c'est, voilà. Il y a des gens qui voulaient l'exploiter pour le tourisme, ça on avait compris, et il y a des gens qui voulaient juste ne rien faire parce que finalement la bestiole n'avait rien fait de mal en fait. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas d'attaque. Il y en a qui étaient plutôt pour le statu quo, voilà, on laisse courir et puis voilà. Finalement, c'est la solution du tourisme qui a été retenue. Je pense qu'on se doutera pourquoi. Et on va dire qu'il y en a eu une petite interruption en 72. Parce qu'en fait, en 72, si vous voulez, enfin 60 ans, 72, alors historiquement, c'est vrai que c'est une période un peu chargée. Localement, il y a des grosses catastrophes. Il y a des pluies torrentielles qui tombent sur le Japon. Et quand on parle de pluie torrentielle au Japon, c'est pas ce qu'on a ici. C'est vraiment c'est désastreux, hein, c'est catastrophique. Déjà, ça tue des gens, ce qui est dur au Japon parce qu'ils sont quand même bien préparés. Et en plus, ça détruit des terrains entiers, des immeubles entiers, enfin des maisons, tout part avec. Hein. C'est un peu sur le modèle tsunami, mais local avec des pluies. Et donc, ça fait beaucoup de dégâts. Les gens sont un peu, forcément, ils ont le moral dans les chaussettes, on peut les comprendre. Ça coûte de l'argent, il faut se reconstruire, ça prend un an entier à reconstruire. En plus, il y a aussi un incident médiatique qui va choquer le grand public. C'est un des rares conflits armés du Japon de l'après-guerre, qui est qu'il y a une prise d'otage de la part d'un groupe d'étudiants communistes extrémistes qui ont
qui ont pris des gens en otage et qui se sont barricadés dans un bastion, en fait, qui a occasionné une lutte avec l'armée de terre locale, c'est-à-dire l'armée d'autodéfense, et qui a mené sur la mort de plusieurs personnes. Donc ça a choqué le grand public, et durablement. Et donc ça, plus la catastrophe, plus le fait que c'est aussi 72, c'est le début de la récession, c'est la fin du miracle économique japonais. Donc c'est vraiment la fin de cette grande période en fait où le Japon était très riche et avec un mode de vie qui va vraiment s'améliorer drastiquement. Donc l'un dans l'autre, les médias, ils ont un peu de choses à penser. Et les gens aussi du pays en fait ont autre chose à penser. Ils ont un peu l'ambiance est un peu anxiogène. Donc bon voilà, c'est l'heure n'est plus à la fête. Les médias passent à autre chose. Donc les gens passent à autre chose. Et à part localement, où ça continue un petit peu de temps en temps, bah tiens, on a vu des wagons, tiens, on a observé cette chose-là, ça part un peu dans les, nous ce qu'on dirait dans les méandres d'Internet, ça part un petit peu voilà, dans les oubliettes. Sauf qu'en 72-73, il y a un autre mouvement avec un autre cryptide, pardon, purement du hasard, qui ressort avec un ouvrage d'une personne qui a, dans sa jeunesse, observé un petit animal qu'on appelle Tsuchinoko au Japon. Je ne vais pas forcément revenir dessus dans cette intervention-là, mais qui fait que ça l'a fasciné, il a passé sa vie à ça, et en 73, il sort un livre qui s'appelle Nigero Tsuchinoko, qui justement parle de cette légende, qui est une légende qui est bien ancrée au Japon, effectivement, hein, et qui parle d'un petit cryptide, qui ressemble un petit peu, pour ceux qui connaissent, à ce qu'on a en Europe avec le Taltzelwurm, le petit lézard qui sort là, qui saute. Donc ça relance l'intérêt pour justement, ça refait un buzz médiatique un peu comme celui des wagons. Et en plus, comme il y avait un passif avec ça dans la zone où est apparu les wagons, ça relance un petit peu le débat sur les wagons aussi. Donc les gens ont réouvert le département. Je n'ai pas précisé, mais entre-temps, le département avait été fermé temporairement, faute d'alimentation, on va dire. Et là, on l'a rouvert, on a réaffecté Monsieur Mikoshi, et puis on a dit, tiens, tu reprends un petit peu tes activités, et tu prends à la fois les archives, et tu gères à la fois le dossier Hibagon et le dossier Tsuchinoko aussi. Donc voilà, donc ça c'est tout un truc, hein, avec, il y avait des chasses, des battues, il y avait des récompenses très très élevées pour la capture vivante d'un Tsuchinoko d'ailleurs, c'était très intéressant, mais c'est une autre histoire. Donc ça a lancé un petit peu le débat. Pendant un an encore, on va avoir des observations enregistrées de Hibagon, on va arriver vers la trentaine de témoignages un petit peu là, et finalement en 74, il y a un chauffeur de taxi qui prend une photo de ce qu'il dit être une sorte de créature simiesque dans la forêt, sur le bord de la route, en fait, quand il conduit. Et depuis le début de tous ces mouvements médiatiques, là, en fait, il se balade avec un appareil photo dans sa voiture. Donc là, en fait, il tombe sur le fait, donc il prend une photo maladroite de ce qu'il pense être justement peut-être Hibagon. Alors la photo, on voit rien du tout, hein. En fait, on voit un pâté noir sur un pâté gris. C'est diffusé dans les journaux. Donc, alors, je pense qu'à l'époque, ça les a excités comme pas possible, hein, je comprends. Mais nous, avec ça, 50 ans plus tard, on ne peut rien en faire. Donc, je n'ai même pas pris la peine de vous le montrer. J'aurais peut-être dû d'ailleurs, quand même, pour le principe. Mais on peut le trouver en ligne, hein. Mais en gros, on ne voit rien du tout. Donc, il n'y a pas de photo qui a été vraiment collectée par rapport à ça. Et peu de temps après, on va dire quelques mois après, on n'a plus du tout de témoignages qui surviennent. Donc finalement, on se dit, bon, c'est fini, c'est enterré. On dissout le bureau cette fois-ci définitivement et l'affaire est enterrée en 74. Après des péripéties, hein, il y a eu des expéditions sur le terrain de chercheurs. Il y a des chercheurs qui ont voulu se balader en montagne, et puis, sauf que ils n'étaient pas assez bien équipés parce que les Monts-Ribas, c'est froid, c'est très très froid en hiver. Donc ils ont été pris par un blizzard. Il a fallu les chercher tout au long de la montagne, ça a mobilisé des gens, ça a mis des gens en danger. Enfin bref, ils se sont dit, ça fait un peu trop le bordel, donc on va juste calmer les choses et puis on va enterrer ce dossier. Voilà. Donc, a priori, officiellement, ça dure environ 4 ans. Et on n'a pas plus de choses que ça. Bon, alors après, concrètement, on a encore un petit peu de grain à moudre parce que en off, il y a quelques témoignages qui sont enregistrés. Alors non plus à Saijo, mais plutôt dans le sud-est du département, dans 2 communes, une qui s'appelle Kui et l'autre qui s'appelle Yamano-kyo, donc les gorges de Yamano. Alors, on ne parle pas de Hibagon, mais la créature y ressemble tellement que finalement la presse la nomme Kuigon, donc le monstre qui a été observé à Kui, et Yamagon, qui sont concrètement 2 versions alternatives de Hibagon, hein, bien sûr. Ils changent de nom en fonction des villes où ils changent, donc c'est pratique. Et donc voilà, donc ça traîne un petit peu en longueur, on va dire jusqu'à la fin des années 70, début 80, on a comme ça quelques témoignages. Pareil pour les descriptions, on a une allure générale de gorille, une bipédie lourde, maladroite, un pelage marron, voire parfois grisonnant un peu aussi.
et une hauteur estimée entre 1,50 m à 1,70 m en général. Avec là, détail intéressant, les poils de la face ventrale plus clairsemés à ce niveau, au niveau du torse et de l'abdomen, ce qui n'avait pas été signalé avant. Et toujours pas farouche. Donc tranquille, en général, ils se baladent sur les routes tranquillement, sur le côté de la route. On a même un témoignage d'un conducteur qui, de bon matin, en fait, il est au travail avec sa voiture. Et là, il voit un mec qui se balade sur le côté. Enfin, c'est pas un mec, bien sûr, hein, parce qu'il est à poil et puis, enfin, littéralement à poil, c'est-à-dire qu'il est tout marron, quoi. Et sous la pluie, en plus, il se balade sous la pluie, comme ça, tranquillement. Donc, le mec, il perd pas le nord, il s'arrête tranquillement. Il ouvre sa fenêtre, il demande à la personne si elle a besoin d'aide. Bien sûr, c'était pas une personne. Donc, la créature en question le regarde, le toise. Hop, marche arrière, elle part dans la forêt. Donc le mec il en revient pas, mais bon, il se dit bon c'est le matin, c'est normal, tranquille, il fait sa route jusqu'à son boulot. Et en fait il se trouve que la personne derrière l'a vu aussi en fait, parce que quelqu'un avait derrière en voiture, donc cette personne l'a vu aussi en fait, donc elle a pu témoigner et corroborer le témoignage de la personne. Et ça, on va dire en date, c'est le dernier témoignage de l'Ibagon, enfin d'une créature qui ressemble à l'Ibagon. Et après ça, on n'a vraiment plus de témoignages qui, ou du moins, moi je n'avais pas, même en creusant loin, je n'ai pas trouvé d'autres en fait dans les archives. Donc c'est pour ça que j'étends maximum jusqu'à 80-82, mais pas après ça. Et concrètement, voilà, c'est la dernière apparition en date de Hibagon dans les médias et dans la littérature. Là, je vous situe un peu Kui, vous voyez, c'est un peu plus au sud des monts Hiba. C'est le même département, hein, c'est le département de Hiroshima, de toute façon. Et là, après, il faut aller un peu plus loin, parce que c'est pas, en fait, l'affaire Hibagon, effectivement, c'est assez circonscrit dans le temps, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas d'autres cas, si vous voulez, de cas de créatures appelées Juijing, c'est-à-dire hommes-bêtes, ou d'hommes sauvages, enfin, hommes sauvages, créatures simiesques, etc. C'est pas les seule occurrence. Un peu plus loin dans le temps, en 95, on a alors un témoignage d'un ornithologue qui faisait du terrain dans la région montagneuse de Kumamoto, donc qui est dans le Kyushu, la partie tout à l'ouest du Japon. Je vais mettre la carte peut-être. Hop. Vous voyez, avec Kagoshima, Fukuoka, Nagasaki, etc., ça c'est Kyushu, ça. C'est une île du Japon qui est un climat subtropical, très chaud, très humide, végétation luxuriante, c'est presque tropical en fait. Assez différent de la partie Hiroshima. Et donc, cette personne en fait, a découvert une empreinte de pied qui évoquait un pied humain, mais qui n'était pas humain, et qui mesurait 40 cm de long sur 20 cm de large. Il a pris un moulage. La photo a été diffusée dans le journal local. Et faute de mieux, les gens l'ont appelé Kumamoto no Juijing. C'est l'homme-bête de Kumamoto. Alors, cette créature n'a pas été aperçue directement. On n'a qu'une trace et son empreinte. Voilà. Donc, ça ne fait pas grand-chose, on est d'accord. Mais il a le mérite d'exister. Ensuite, il faut revenir plus dans le passé par contre. C'est pareil. En fait, si on revient un peu avant l'affaire Hibagon, on se rend compte que ce n'est pas la seule occurrence, ce n'est pas le seul événement médiatique dans ce cas-là. Et si on retourne au 19e siècle, on a notamment deux témoignages assez intéressants qui sont diffusés dans ce qu'on appelle les gazettes de l'étrange. En fait, si vous voulez, ce sont des journaux, des annexes de journaux populaires, c'est destinés au grand public, qui sont illustrés. C'est pour ça que c'est Eili Choya, Eili c'est illustré, avec les images intégrées. Et donc, on a ces deux journaux qui publient deux témoignages, totalement anecdotiques. Hein. À l'époque, j'ai récupéré ça dans les vieux journaux de Meiji. L'époque Meiji, c'est assez ancien quand même. Hein. C'est 1868-1923, si je dis pas de bêtises. Et donc, à cette époque, on a deux histoires, deux faits divers qui sont apportés dans cette chronique, cette gazette locale. Donc, un mec qui était dans son village, il voulait aller au village d'à côté. Alors lui, je ne sais plus s'il faisait du commerce ou quoi que ce soit. C'est soit ça, soit ils vont voir la famille, soit ils font du commerce. Hein, c'est pas compliqué. Et donc, au détour d'une montagne, en fait, ils passent la montagne. Souvent, les villages sont séparés par une ou deux montagnes, parce qu'il y a des montagnes partout de toute façon là-bas, donc on n'a pas le choix. Et puis, donc, au détour d'un sentier, ils croisent un animal. Enfin, c'est une créature donc, qui est une sorte de grand primate bipède, pareil, tout marron, un peu plus petit, il fait 1m60, 1m70, et sauf que là, bon, bien sûr, l'animal est surpris,
très effrayé, donc il se bat en courant rapidement. Le monsieur aussi est très, très effrayé, on peut le comprendre, et du coup il rentre chez lui aussi rapidement. D'ailleurs, c'est la famille précise qu'il était aussi en état de choc, le pauvre, et il a grisonné prématurément après ça. Alors effectivement, à l'époque, on avait tendance à attribuer ça au yokai. Donc quand on rencontre un yokai, une créature maléfique dans les forêts, on pouvait être maudit ou avoir une maladie. Donc là, je pense que c'est plutôt clairement l'état de choc. Enfin, peu importe. Et donc voilà, ça c'est un témoignage assez anecdotique. Et en fait, on en a un quelques mois plus tard, dans la même région de Kumamoto aussi, même montagne, pas le même village. Alors quelqu'un qui a le même nom de famille, mais en même temps à l'époque c'était des clans, donc forcément il y a des familles qui avaient beaucoup de membres avec des mêmes noms. Hein. Et donc lui pareil, alors lui si c'est pas le cousin qui va voir, c'est forcément le commerce, donc ils vendent du charbon ou un truc comme ça. Et là pareil, au détour d'un... Alors lui il prend un sentier, un vieux sentier désaffecté, qui n'était plus utilisé hein, à l'époque du charbon. Et donc, en prenant ce sentier, pareil, il tombe sur une créature aussi. Alors, sauf que lui, il dit qu'elle est grisonnante. Elle est presque argentée, en fait. Un peu plus petite, mais pareil, donc une espèce de singe de près d'1,50 m. Et il tombe nez à nez avec cette créature-là. Donc, pareil, l'animal est très effrayé, donc il se rue dans la forêt. Et le monsieur aussi, lui, il est effrayé aussi. Un peu moins que son copain. Je ne sais pas s'il y a plus de préparation ou quoi. Mais donc, il rentre chez lui tranquillement. Et donc, il fait part de son témoignage et c'est diffusé dans la presse locale. C'est rien de bien extraordinaire. À l'époque, c'est une petite gazette vraiment de village en village. Hein. Mais ça reste au niveau des traces. Donc ça, c'est le témoignage un peu plus ancien que j'ai trouvé. Donc pour vous situer, Kumamoto, c'est là. Et la zone où ont été aperçus l'embête de Kumamoto et ces deux cas de figure, c'est un peu plus au nord-est de la petite pointe où j'ai dit Kumamoto. Parce que là, c'est Kumamoto ville. Et là, c'était Kumamoto, la région montagneuse. Donc c'est plus au nord-est. Donc voilà, donc on se rend compte simplement que même si on regarde un petit peu en avant et un petit peu en arrière de la verre Hibagon, on a des cas assez similaires. Alors, je n'ai pas cherché plus loin que ça derrière parce qu'après, on passe, on va dire, sur une autre strate du japonais qui est le japonais classique et le japonais ancien. Et je ne suis pas historien de la langue, donc là, c'est bien plus compliqué que de lire du vieux français quand on est français et qu'on n'a pas d'éducation pour ça. Donc c'est juste impossible. Donc je ne peux pas chercher plus loin. Mais je pense que potentiellement, on a d'autres cas de figure assez similaires si on monte un peu plus dans le temps aussi. Qu'est-ce qu'on a à côté de ça? Bon, déjà, à ce stade-là, on peut faire un espèce de petit bilan, on rassemble un petit peu tout ce qui a été dit dans les témoignages. Pour la description morphologique, on a donc une silhouette d'un grand anthropoïde, environ entre 1,60 m et 1,80 m, selon les témoignages, avec effectivement une fourchette d'estimation qui peut être biaisée par la distance d'observation. Le corps est velu presque intégralement, sauf que parfois est mentionné justement une espèce de petite dépilosité sur la face ventrale. La peau est foncée, ça c'est précisé aussi. Les pieds sont similaires à ceux des grands anthropoïdes, avec une alternance bipédie-quadrupédie assez maladroite. Un peu dandinante, un peu aléatoire. Et apparemment, il aurait peur des routes, parce que sur la route, il marche à quatre pattes, et après, quand il se redresse, il passe la route, il marche en bipède. La description comportementale, apparemment une sorte de curiosité pour l'homme, puisqu'effectivement, généralement, il ne refuse pas forcément le contact d'emblée, ne sent pas le craindre, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de tentative d'intimidation mentionnée, personne n'a été blessé, il n'y a pas d'animal qui a été blessé, il y a quelques dégâts matériels sur des cultures, mais pas plus que ça. Alors les yeux phosphorescents, donc il est potentiellement nyctalope, donc peut-être qu'il y a un mode de vie cataméral, il vit de jour et de nuit, ça on ne sait pas trop, mais en tout cas ce témoignage qui signale ce détail est assez intéressant. Et donc pas d'éléments de langage a priori, il n'y a pas eu de tentative de communication mentionnée par les gens, que ce soit dans les anciens témoignages ou dans les nouveaux témoignages, enfin les témoignages plus modernes. Si on creuse un peu plus sur le côté un peu, on va dire les contes et légendes au sens étendu, on a des créatures simiesques, hein, simplement, comme dans tous les pays, toutes les cultures. Hein. On a par exemple le Satoli. Le Satoli qui est un homme sauvage, donc un homme extrêmement velu, un comportement un peu simiesque, un peu bestial. Et donc, alors on a plusieurs versions. Une version très ancienne où on a ce yokai, c'est un yokai, en fait, il a la faculté de lire le cœur des hommes. Donc en fait, il est un peu chiant parce que dès qu'on veut dire quelque chose, dès qu'on pense quelque chose, il le dit à votre place. Bon, moi, personnellement, je m'en fous, mais apparemment les gens, ça les gênait à l'époque. Donc ça, c'est son truc particulier à lui, c'est sa signature en tant que yokai. Il s'approche des feux aussi, quand les hommes font un campement, il vient s'inviter tranquillement pour faire griller un truc ou quelque chose comme ça. Donc pareil, je conçois que ça peut être embêtant quand voilà. Mais il n'est pas vraiment agressif. Alors il y a des cas, des légendes qui stipulent qu'il peut s'attaquer à l'homme et le manger quand il a par exemple mauvaise humeur, je sais pas, c'est pas précisé.
On a le kakuen qui est une variante et donc qui est pareil, une créature anthropoïde, singe anthropoïde simiesque très puissante, assez massive, qui lui a pour fâcheuse habitude de kidnapper des gens et surtout des femmes en plus. Voilà. On a une variante au niveau légende, qui s'appelle le Yamako. Alors Yamako, vous voyez le caractère, c'est même que dans Kakuen, c'est le Kaku de Kakuen. Et en fait, ce caractère, la clé qui est à gauche, là, c'est la clé de la bête. Donc tous les caractères qui désignent des animaux sauvages dans le japonais, il y a la clé de la bête avant, pour indiquer justement que c'est un animal. Et d'après l'étymologie du caractère, Yamako donc, serait un singe particulièrement puissant, brutal, agressif. Donc c'est ce que ça désigne à la base, hein, c'est pas moi qui l'invente. C'est une légende qui est plutôt chinoise à la base. Kakuen, c'est plutôt chinois. Yamako, je pense, c'est une version japonaise, japonisée de la chose, mais qui désigne encore une fois le même type de créature simiesque, anthropoïde, bipède, d'environ 1,50 m à, pour les Yamako, les plus grands, vers 2,50 m, 3 mètres, même s'il y a beaucoup de divergences en fonction des régions, bien que la région soit assez localisée en fait. Yamako, Kakuen, c'est plutôt la région de Hida, donc c'est dans les Alpes japonaises. Qu'est-ce que j'ai encore derrière pour lui? Bon, voilà, là c'est un petit peu le gros de ce qu'il y avait. Les hypothèses qui ont été émises à l'époque, que ce soit par les journaux, par les gens, par les chercheurs, les universitaires, le tout venant en fait. Hein. Alors c'est très très fouillis. Alors j'ai fait un gros tri pour vous. J'ai fait ça en deux catégories, on va dire, les hypothèses qu'on peut appeler naturalistes et les hypothèses qu'on peut appeler culturalistes. Alors, naturaliste, il y a des choses très amusantes qui ont été évoquées, hein, notamment le coup de l'être humain déviant. Pourquoi pas, hein, je ne suis pas contre. Alors, par contre, il y a des gens ils ont parlé de l'enfant sauvage, de type Mowgli. Alors, d'accord, mais par contre, l'enfant sauvage, il n'y a pas les poils qui poussent dessus. Après, on a aussi évoqué une personne qui aurait été irradiée par l'accident de Hiroshima. Alors pareil, je ne pense pas que l'irradiation fasse pousser les poils non plus. Donc ça c'est pareil, c'est un peu bon. C'est vrai que ça se prête bien parce que ça se situe au même endroit, donc voilà quoi. Mais concrètement, c'est pas très convaincant. On a aussi, bon bien sûr, le coup du chaînon manquant, hein, qui était fantasme à l'époque. Hein. On avait en 74, je crois, Lucie est découverte. Donc on avait déjà aussi tout ce terrain en fait de fantasmer avec le chaînon manquant. Ça faisait 100 ans qu'on s'intéressait à cette question déjà aussi au niveau archéologique. Donc c'est un peu logique qu'on ait cette théorie. Après, on a des hypothèses un peu plus pragmatiques, mais intéressantes, qu'on ne peut pas balayer. Soit celle d'un primate connu. Donc là, on a toute une matrice de singes possible et imaginable. Je vais revenir dessus, mais d'abord élaguer celle de l'ours noir. Alors, celle de l'ours noir est très intéressante et je pense qu'elle est en partie vraie, parce que certains témoignages dont je vous ai montré, dont un en particulier, je pense qu'il pourrait être issu d'une observation d'ours. Alors, ça paraît évident l'ours pour ce cas de figure, mais le problème c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ours dans la région, parce que, alors je me suis aussi embêté pour vous et pour d'autres personnes, hein, j'ai fouillé les archives paléozoologiques en japonais, attention, ça a pris du temps et ça m'a un peu causé des migraines. L'ours, on a trouvé un crâne d'ours noir dans la région en 50 ans à l'époque. Et en fait, il n'était pas répertorié. L'ours vivait dans la partie est du Japon et pas dans la partie ouest. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'ours noir, donc Ursus tibetanus, est arrivé dans la zone justement de Hiroshima après l'affaire Ibagon. Maintenant, aujourd'hui, l'ours habite ces régions. Ce n'était pas le cas à l'époque. Donc les gens à l'époque savaient ce que c'était un ours. Par contre, il n'y en avait pas dans la région. Ils ne connaissaient pas les ours dans la région. Donc il se peut que quelqu'un ait croisé un ours extrêmement rare, je ne sais pas, peut-être un ours qui s'était perdu, qui traversait, quoi que ce soit, et que, surpris, il n'a pas su identifier correctement. Après, il y a clairement des témoignages qui ne peuvent pas être ceux d'un ours. Donc ça élague pas tout le problème, ça élague une partie du problème, certains témoignages. Je pense que c'est possible. Et par rapport au singe, alors le singe, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été tellement obvious que ça a été directement dit, ouais, mais c'est un singe qui s'est échappé d'un zoo. Alors, ça pourrait être le cas, c'est vrai, mais il y a plusieurs problèmes. Par exemple, le fait qu'à l'époque, eh ben, d'une part, les grands primates de type gorille, orang-outan, il y en avait très rarement dans les zoos, par exemple à Tokyo, c'est-à-dire à 800 km de là. C'était très rare, ils étaient surveillés. Ce sont des primates qui coûtent très cher, qui sont dangereux pour le grand public. Donc, quand il y en a un qui s'échappe, en général, ça passe pas inaperçu. Ça se sait et on le rattrape assez vite. Donc ça, c'est déjà un peu douteux. Il y a le fait aussi que ce ne sont pas des singes qui sont habitués au climat froid. Et là, en l'occurrence, Hiroshima, pour un grand primate, c'est un peu chaud, surtout l'hiver. Enfin, c'est mauvais jeu de mots, surtout l'hiver, c'est un peu compliqué. Donc, même les primatologues au Japon ont dit, bah, enfin, là, non, primate, voilà,
Ça paraît un peu compliqué. À l'époque, il n'y a pas d'élevage illégaux répertoriés, enfin connus. Ça paraît con de dire répertorié et illégal, mais en fait, la corruption au Japon, c'est partout. Et en fait, ce sont des secrets de polichinelle. Donc tout ce qui est légal, ça se sait plus ou moins. Il n'y avait pas d'élevage du tout. Il n'y avait pas d'élevage illégaux non plus. Il n'y avait pas de trafic connu. Il y en a eu un peu plus tard, mais c'était sur les petits singes, surtout les cercopithèques. Et donc, celle du singe, en fait, de tous les côtés, ça bloque. J'ai essayé de balayer un peu partout, mais ça paraît compliqué. Même si certaines empreintes, effectivement, supposaient qu'on pourrait avoir un singe proche d'un orang-outan, d'un gorille, quoi que ce soit. Les témoignages évoquent un gorille, mais on m'a dit non, faut pas. On peut pousser, on peut essayer de vouloir pousser plus loin, mais il faut s'y tirer par les cheveux. On a aussi une hypothèse qui est, alors ça c'est une qui était assez intéressante, qui a intéressé beaucoup les cryptozoologues d'ailleurs, notamment ceux qui s'intéressent au Bigfoot, qui était celle d'un descendant d'un grand anthropoïde continental, supposé éteint, donc soit une espèce ou sous-espèce de Gigantopithèque, soit d'un autre primate fossile encore inconnu, qui aurait pu justement migrer du continent vers le Japon. Alors, ça paraît bête dit comme ça, mais effectivement, j'ai essayé de creuser un petit peu différents éléments disparates et ça semble coller, au niveau en tout cas, ça semble probable. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'éléments archéologiques, hein, donc c'est la spéculation, mais on sait que le Gigantopithèque en fait, a disparu approximativement il y a 300 000 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a qui disent 100 000 ans, mais je pense plutôt 300 000 ans. On sait aussi qu'on a trouvé je crois qu'on a trouvé des fossiles en Indonésie assez récemment. Il faut me dire si je dis des bêtises, mais il me semble. Donc il y a une migration qui s'est faite lorsque les ressources continentales se sont un peu épuisées avec les changements climatiques. On sait aussi qu'à cette époque, il y a 300 000 ans, il y a 400 000 ans, il y a eu le pont de Nansei qui s'est relevé. Donc le passage du continent vers le Japon était possible à pied, à sec. Il y a eu aussi le cas, ça c'est je crois que c'était pour la glaciation de Mindel. Et après il y a eu Risvurm aussi, il y a 40 000 ans, je crois, il y a eu le pont de Nansei, ça a reconstitué aussi. Et là derrière, il y a eu le passage du loup japonais. En fait, le loup japonais, l'espèce endémique du Japon de loup, il y en avait deux à la base, dont une qui était le plus petit loup au monde, qui faisait quasiment 1 mètre, tout compris, hein. C'est un loup nain en fait, qui est passé il y a 40 000 ans au Japon. Donc un grand primate continental a pu passer aussi. Alors 40 000 ans, ça me paraît, j'ai demandé à des primatologues, on m'a dit 40 000 ans, c'est pas suffisant pour que l'évolution puisse générer un nanisme insulaire. Parce qu'on sait que le nanisme insulaire, ça arrive, on en trouve des cas pour les éléphants, etc. Ce qui est normal dans un environnement beaucoup plus restreint, avec des ressources plus limitées. Et on m'a dit par contre 300-400 000 ans, c'est déjà peut-être plus probable. Donc l'idée, c'est pour être qu'effectivement, un grand primate continental a pu, en courant après sa nourriture, littéralement, en fait, migrer vers l'Indonésie et aussi vers le sud-est de la Chine, et puis passer justement avec le pont de Nansei vers Taïwan, Okinawa et l'ouest du Japon. Ce qui correspond d'ailleurs avec le Kyushu et l'ouest du Japon, où on a justement les témoignages, à la fois dans le passé et dans un passé plus récent, avec Hibagon. Et ça correspond aussi à un biotope qui était accueillant, parce que pas de prédateurs, à l'époque pas d'ours. Le loup japonais, c'est pas un concurrent pour beaucoup d'animaux, hein, parce qu'il est tout petit, donc il ne fait pas grand-chose. Il y a aussi le fait que le biotope de Kyushu est très particulier, c'est subtropical, donc c'est très proche de la Chine de l'époque en fait. Donc les ressources qui étaient proposées à un animal qui aurait migré seraient très proches de ce qu'il connaissait sur le continent. Donc il a pu effectivement trouver une niche écologique accueillante, sans prédateurs, jusqu'à l'arrivée de l'homme. Parce que concrètement, c'est vrai que les migrations se sont faites au Japon par la Corée et par la Chine. Donc principalement via 2 canaux, le centre du Japon, donc vers la péninsule coréenne depuis l'ouest du Japon, et aussi par le pont de Nansei. Donc on a aussi une partie qui est arrivée par les îles Kuriles, tout en haut là-bas. Et donc ça aurait fait qu'un animal qui sera arrivé à cette époque dans le Kyushu aurait été tranquille pendant environ 350-400 000 ans. Et ils se seraient retrouvés par contre coincés entre 2 foyers de population émergents, donc les gens qui arrivaient en masse de la Corée et les gens qui arrivaient par le nord. Ce qui pourrait aussi correspondre justement au fait qu'ils se soient déplacés légèrement du Kyushu vers Hiroshima, où les montagnes de Hiroshima n'étaient totalement inoccupées par l'homme jusqu'à il y a 400 ans. Concrètement, les archives, les cadastres montrent bien que jusqu'au XVIIe siècle, il n'y a personne qui habitait dans la région des montagnes du Chugoku, donc Hiroshima. La zone des monts Hiba était inhabitée.
Donc ça aurait été un cadre accueillant, une espèce de dernier bastion en fait, où une espèce qui essaie de fuir un peu les concurrents, notamment l'homme, aurait pu se réfugier un petit peu avant une autre date qui est comme assez significative, qui est les années 70, qui est le début de l'urbanisation agressive. Au Japon, en fait, si vous voulez, les années 70, ça a commencé un petit peu à défricher massivement les forêts, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Avant ça, les forêts étaient très protégées, notamment par la religion shinto et par l'institution shinto. Et donc, on n'avait pas le droit de toucher aux forêts comme ça, en fait. Sauf qu'à partir de cette époque-là, les années 70, on a commencé un petit peu à étendre un peu parce que c'est vrai que le déploiement économique a fait qu'il a fallu trouver des territoires pour construire des industries, construire des maisons, etc. Et ça correspond à l'époque où effectivement est apparu l'affaire Ibagon. Et donc l'ensemble de ces mouvements migratoires, de ces mouvements historiques pourrait un petit peu coller à un schéma migratoire de ce type-là en fait. Donc pareil, ça reste purement spéculatif, hein, il n'y a pas de traces archéologiques. D'ailleurs, je précisais aussi qu'effectivement, cas particulier, quand j'ai fouillé les archives paléozoologiques dans la bibliothèque de Shobara, les gens qui avaient rédigé le rapport précisaient que dans la région des monts Hiba, il y a beaucoup de macaques rhésus, beaucoup, et je peux confirmer, et pourtant on n'a trouvé jamais aucun fossile. Il n'y a pas de fossile de ce singe qui habite pourtant les montagnes depuis longtemps. Donc, ce qui indique clairement, c'est pas parce qu'une espèce est présente qu'elle laisse des fossiles. Effectivement, au Japon, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que la préservation des fossiles soit délicate, notamment avec un sol acide, majoritairement volcanique, un climat très humide qui facilite la putréfaction des corps, les mouvements tectoniques très fréquents qui peuvent aussi enterrer les corps plus profondément, les détruire, l'érosion qui est assez forte. Donc effectivement, la fossilisation n'est pas forcément aisée. Donc l'absence de fossiles, qui est un argument majeur hein, justement pour dire bah non, effectivement, il n'y a rien eu, allez aussi apprendre avec des pincettes. Donc en fait, ce qui est marrant avec ce cas, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments intéressants et d'éléments qui peuvent dire bah en fait non, mais en fait c'est contrebalancé à côté par autre chose. Donc ce qui fait qu'on est toujours dans un entre-deux, on ne peut pas vraiment balayer le cas en disant bah non, il n'y a rien à voir circuler. Il y a quand même des choses qui sont un peu troublantes hein, qu'on peut mettre en question. Il y a des éléments qui sont pas là, donc qui font qu'on ne peut pas aller plus loin, mais qui font qu'on ne peut pas dire non plus il ne s'est rien passé, il n'y a rien eu, ou quoi que ce soit. Donc c'est un petit peu ce qui intéresse d'ailleurs les cryptozoologues. Je reviendrai dessus un petit peu après. Avant ça, je vais passer sur les hypothèses culturalistes qui ont été aussi évoquées, parce que là j'ai évoqué les hypothèses naturalistes. Donc expliquer ça par un animal, là c'est expliquer ça par quelque chose qu'on appelle surnaturel. Alors, on ne parle pas trop de surnaturel en parlant de culture japonaise parce que tout ce qui est divinité, tout ce qui est créature, entité aussi, etc., ça fait partie de la nature. Donc on ne dit pas surnaturel, c'est juste, voilà. On appelle ça le monde autre ou le Leikai, comme vous voulez. Donc c'est une explication qui était souvent donnée, systématiquement d'ailleurs au Japon, jusqu'à encore avant la Seconde Guerre mondiale, ce paradigme de pensée, donc c'est ce modèle d'interprétation du monde naturel avec les divinités génèrent les catastrophes, génèrent ce type de phénomène naturel. Il y a aussi des yokai, c'est-à-dire des créatures en fait qui sont pas des divinités, ce sont un petit peu entre les deux, c'est des esprits malveillants. Donc il y a toutes ces choses-là en fait, qui vivent autour de nous et ça explique tout ce qui est naturel et qui s'explique difficilement autrement. Ça, c'était encore assez prégnant jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ça s'est effrité un peu après, pour différentes raisons que j'expliquerai un peu plus tard. Donc concrètement, on a eu deux types d'interprétations pour le cas de l'Ibagon, comme c'est le cas dans tous les affaires de cryptides, à chaque fois là-bas. C'est Yamano Kami, la divinité de la montagne, ou Kami no Tsukai, c'est-à-dire un messager de la divinité de la montagne. Carrément, l'un ou l'autre. Alors, concrètement, pour faire simple, dans la culture japonaise, un petit point de culture, je ne reste pas longtemps dessus, mais bon, c'est quand même si important. On a deux catégories, on va dire, pour faire simple, de divinités dans la culture japonaise. On a les divinités qui sont nommées, donc identifiées, par exemple Izanami no Mikoto, etc., Kayanohime no Mikoto. Après, on a des divinités qui ne sont pas nommées, c'est-à-dire notamment Yama no Kami, la divinité de la montagne, c'est pas un nom. Enfin, si, c'est une désignation par sa fonction, mais c'est pas un nom tel quel. Donc tout ce qui est institutionnel, c'est-à-dire tout ce qui relève de la culture shinto, de la religion shinto institutionnelle, va être souvent nommé, comme pour tout ce qui est institution bouddhique. Tout ce qui est culture, on va dire, religieuse coutumière, par exemple nous les saints ruraux hein, qu'on a, souvent c'est pas nommé. Ça va être Yamano Kami, Umi no Kami, la divinité de la mer, voilà, qui sont des figures très importantes du folklore. Hein. Donc Yamano Kami a pour particularité, comme toutes les divinités japonaises, d'être polymorphe. Donc elle peut prendre les formes qu'elle veut et apparaître aux humains sous la forme qu'elle veut. Et souvent, typiquement, la forme qu'elle prendra, ce sera une créature anormale, c'est-à-dire un animal avec une particularité physique.
Ça peut être soit un albinisme, soit un membre surnuméraire, c'est-à-dire une aberration, une tératologique. Donc, c'est très pratique, parce qu'on a des cas de cryptides qui sont des animaux un peu déviants, divergents, etc. Donc, c'est pratique de dire, bah oui, forcément, il y a ce truc-là, mais en fait, c'est une incarnation de Yama no Kami, qui est venu parler aux humains. Donc, c'est là que facilement le problème, en fait. Et pareil pour Kami no Tsukai, donc le messager de la divinité. Quand elle ne vient pas toute seule d'elle-même, elle envoie quelqu'un. C'est ce qu'on fait nous aussi, d'ailleurs. Donc, du coup, en fait, ça peut être un animal qui souvent est un animal albinos. Par exemple, le cas du renard, c'est Inali, donc c'est assez étendu comme croyance, Inali. Et normalement, c'est un renard blanc, parfois représenté comme un loup, mais c'est soit un renard blanc. Et donc, souvent, on a expliqué, le Tsuchinoko, on a expliqué c'était Yama no Kami ou Kami no Tsukai. Fibagon, ça peut être aussi Yama no Kami, etc. Donc ça, c'est l'hypothèse culturaliste. Et en fait, il y a ces deux types d'hypothèses qui coexistent, on va dire, l'hypothèse naturaliste et l'hypothèse culturaliste, parce que, en fait, les deux se sont mélangés. C'est-à-dire qu'à la base, on avait surtout des yokai, des divinités du panthéon shinto, qui servaient à expliquer de façon rationnelle, avec ce type de rationalité spécifique, le monde naturel. Sauf que quand le Japon s'est plus ou moins ouvert de force au commerce avec l'Occident, notamment avec les États-Unis à l'ère Meiji, le gouvernement a dit ouais, en fait c'est bien, mais vos croyances là, c'est un truc de pécore, donc finalement c'est grâce à ça qu'on n'avance pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous avez pu y croire, et puis on va apprendre la zoologie, c'est mieux. Je vous fais un truc très résumé, hein, mais en gros c'est ça. Ce qui fait qu'on a forcé les gens, si vous voulez, à écraser leurs croyances par rapport à tout ce qui était interprétation du monde naturel sous le paradigme du surnaturel, entre guillemets. Donc on a tout mélangé. Et ce qui fait qu'on a toujours cette coexistence, parce que forcément, les gens, c'est pas parce que vous leur dites ne croyez pas ça, qu'ils vont pas croire ça. Et avant que vraiment le pays soit, entre guillemets, modernisé, alors ils n'aiment pas ça et je comprends, de force, c'est-à-dire avec intégration des technologies américaines, avec la reconstitution américaine, la reconstruction d'après-guerre, avec tout ce qui était les facultés, zoologie, biologie, etc. Bon, effectivement, avec tout ça, ça reste dur de soutenir Mordicus que cet animal, là, c'est Yama no Kami. Forcément, vous dites c'est un zoologue, il va vous dire, ouais, non, quoi. Donc, forcément, ça a, on va dire, continué à exister de façon un peu plus discrète. Alors, ça a évolué, ça a pris de la place en retrait, et c'est revenu en force après, en fait, avec les cultures, la culture populaire du loisir. Je parle un petit peu après de ça. Donc, concrètement, pour vous expliquer le phénomène yokai, c'est simple, c'est pour que vous compreniez un petit peu d'où vient cette considération du monde, de tout ce qui est yokai, divinité, etc. Concrètement, c'est expliqué par les ethnologues japonais. Alors c'est peut-être un peu simplifié, simpliste, mais on a trois phases en fait, si vous voulez, de cette historique de cette explication. La première, on l'appelle le phénomène yokai, yokai gensho. C'est simplement, je vous donne de façon visuelle. Vous vous baladez en forêt, vous entendez un bruit étrange, mais vous ne savez pas de quoi ça vient. Donc vous vous dites, ce bruit, ça vient de tel type de machin. Il faut donner une explication. Et là, par exemple, pour le Azuki Arai, qui est un yokai, ça veut dire le fait de laver les haricots, en fait. Et en fait, le bruit qu'on a entendu dans la forêt, ça ressemble au bruit que quelqu'un fait quand il lave les haricots. Donc on l'appelle Azuki Arai, le lavage de haricots. Ça, c'est une phase probablement qui existait il y a très longtemps. Hein. Et après, on a une phase qui s'appelle le yokai entité. C'est-à-dire que là, concrètement, on a cessé de dire, en fait, ce bruit, ça s'appelle comme ça. On a aussi dit, en fait, s'il y a ce bruit, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière qui manifeste son intention ou sa présence, donc une entité, mais pas forcément visible, pas forcément tangible. Et après, l'étape suivante, justement, c'est d'aller encore plus loin, et avec justement l'amélioration des techniques d'impression, de dessin, etc., se dire, en fait, cette entité qui fait ce bruit-là, elle est comme ça, et on la dessine. Et là, justement, on a le yokai qu'on connaît aujourd'hui, hein, qui est représenté massivement dans tout ce qui est culture ludique. Et c'était la façon d'expliquer, en fait, si vous voulez, majoritaire, le monde naturel et l'étrangeté naturelle avant l'intégration des paradigmes scientifiques de type zoologie, biologie, physique, etc. Du coup, après, le yokai, il a été de force réprimé par justement le besoin de devoir expliquer différemment l'inexpliqué naturel. Et il faut dire aussi que les yokai de base ne sont pas très engageants. Vous voyez la tête d'un kappa en fait, il y a longtemps.
bah, c'est un peu flippant, c'est pas très beau, enfin voilà quoi. Et donc du coup, pour pouvoir survivre, ils ont aussi évolué. Donc la figure culturelle a évolué concrètement et elle a pris une forme un peu plus mignonne, ce qu'on appelle l'esthétique kawaii. Et donc il s'est retrouvé massivement après dans la culture, bah, le manga pour enfants, plus tard bah, on a eu les jeux vidéo, etc. Et ce qui est marrant, c'est que par effet rétrospectif, en gagnant de l'influence culturelle, ces yokai qui sont devenus plus mignons qu'avant, ils ont aussi phagocyté la figure qui avait été utilisée pour compenser. Et donc, ils ont aussi intégré les cryptides dans leur vivier, en fait, si vous voulez. Là, par exemple, le cas de Tsushinoko, justement, j'en parlais, ce petit reptile, voilà, qui de base, pareil, n'est pas très sympathique, a été beaucoup sympathisé, on va dire, par les représentations dans le manga et dans Pokémon aussi. Dans Pokémon, c'est bourré de yokai et de trucs comme ça, et de cryptides. Pareil pour les bagons. Représentation à l'époque bah, de l'affaire. Voilà, voilà. Et en fait, ça a été pas mal kawaiisé aussi pour faire une mascotte plus engageant que ce machin-là, parce que ça, effectivement, ça attire pas trop au premier regard. Et ça a même servi de support culturel, par exemple, pour le côté touristique du fait des monts Hiba. Le fait que les monts Hiba, bah, niveau culturel, c'est un haut lieu religieux, en fait, parce que c'est la montagne où a été enterré Izanami, la divinité qui a créé le Japon, quand même. Donc c'est quand même un lieu hautement religieux. Et donc Izanami et Izanagi, son mari, qui créent le Japon en dessous, à l'effigie de Hibagon. Rien que ça. Avant de me dire de ceci, c'est vrai que au début, j'ai parlé du sanctuaire de Kumano, en fait, qui est important, parce que dans ce sanctuaire qui est sur le flanc du mont Hiba, en fait, d'ailleurs, avant, il ne s'appelait pas sanctuaire Kumano, il s'appelait sanctuaire Hiba, et en fait, contient un emaki qui figure une créature simiesque, et qui précise qu'une divinité singe protège le sanctuaire. Et ça, c'est déjà bien avant, en fait. Même encore avant les témoignages les plus anciens que je vous ai montrés. Donc, ce qui montre qu'il y a quand même derrière un passif. Alors, soit on peut dire, bah, en fait, le souvenir, la résurgence de ce côté culturel a pu générer l'affaire Hibagon indirectement, ou on peut dire, bah, effectivement, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose qui était présent avant, et en fait, ça, c'est juste une manifestation contemporaine de ce qui existait déjà avant. On peut prendre dans les deux sens. C'est ça qui est intéressant aussi au niveau de la cryptozoologie. Alors, l'équivalent des yokai, mais du côté cryptozoologie, c'est-à-dire ce qu'on a forcé à intégrer, c'est ce qu'on appelle les cryptides. Donc la cryptozoologie, pour ceux qui ne connaissent pas, concrètement, c'est une discipline créée par un zoologue, Bernard Heuvelmans, qui s'intéresse justement aux animaux dont on ne connaît l'existence que par des éléments parcellaires, notamment des témoignages, des empreintes, des photos toutes floues, toutes moches, comme celle de Hibagon par exemple, et concrètement aussi tout ce qui ne sert pas directement à prouver l'existence de quelque chose. Donc on appelle ces animaux les cryptides aujourd'hui. À l'époque, évidemment, ça s'appelait ça les cryptozoaires, des animaux en fait qui sont connus des populations locales, mais pas de la science, qui ne sont pas enregistrés par la zoologie occidentale. Alors, il y a eu des cas assez célèbres. Hein. Le grand panda, me semble-t-il, était connu en Chine, mais a été découvert par la zoologie occidentale avec beaucoup d'efforts. Il y a eu l'ornithorynque, qui a été découvert par hasard, à travers une peau, simplement, qui au début en fait, passait pour juste un espèce de micmac, un patchwork d'animaux, alors qu'en fait, c'était sa vraie tête, en fait, le pauvre. Il y a eu aussi l'okapi, qui était connu aussi par une peau, en fait... Et il y a le saola aussi qui a été découvert en 1995, qui est une espèce de grosse antilope qui était connue des locaux depuis très très longtemps, mais pas des occidentaux. Donc voilà, donc ça s'appelle les cryptozoaires. On a aussi comme on a trois phases yokai, on a aussi trois types de représentation du cryptide. Donc l'animal qu'on a observé, par exemple tel qu'on aura dans le journal, ça c'est le cryptide. On a le cryptide qui est idéal, qui est c'est-à-dire une représentation mentale de ce que c'est ce cryptide. Par exemple, si je vous dis Bigfoot, je pense que dans la tête de tout le monde, c'est pas la même chose qui apparaît. Pas exactement. Ça, c'est un cryptide idéal. C'est l'idée, la représentation mentale d'un cryptide. Et après, on a le cryptide idéal, tel qu'il est médiatisé, c'est-à-dire qu'il fait que si on vous montre l'image, vous dire ah bah ça c'est un Bigfoot. En plus, c'est un beau Bigfoot. Il est comme tous les Bigfoot. Et ça, c'est le cryptide justement idéal. Donc c'est pareil, on a aussi cette façon de catégoriser un petit peu l'inconnu, le vivant, etc. On a en parallèle, ce qui veut dire que simplement la façon de faire aujourd'hui est une variante de ce qui se faisait avant, mais avec des paradigmes différents, notamment le paradigme de la zoologie qui a changé pas mal de choses. Qui fait que par exemple un yokai, sa mise en récit, un yokai, c'est comme pour un conte. C'est-à-dire, il y a trois phases. Il y a la situation initiale,
l'élément perturbateur, il y a les péripéties et il y a la résolution. C'est-à-dire l'élément, la situation initiale, c'est le mec marche dans la forêt, paf, et le cas lui tombe sur le dos. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se fait malmener. Et résolution, en fait, il y a une technique particulière pour chaque yokai. Donc, pour celui-là, il faut agir comme ça. Et donc, la personne réussit à le défaire et on passe à autre chose. Donc, le conte yokai se focalise sur le yokai, sur la personne, sur le protagoniste en question. Là où le récit de type cryptide, Yuma au Japon, c'est l'inverse. C'est en fait, on se focalise sur la description physique de l'animal en question. On a une inversion, en fait, si vous voulez, de focale. Mais au final, c'est un peu la même chose. C'est juste une façon différente d'expliquer quelque chose qui est mal identifié. Que ce soit un yokai parce qu'on a entendu quelque chose, on a vu un phénomène qu'on ne sait pas expliquer différemment, ou un animal qu'on ne sait pas catégoriser précisément, c'est un peu au fond la même chose. C'est la même démarche mentale, on va dire. Et pour revenir simplement sur l'intérêt de la cryptozoologie, c'est aussi que, là c'est pour ça que je vous ai expliqué justement comment on construit un yokai et un cryptide, c'est qu'en fait un cryptide c'est une représentation mentale, si vous voulez, d'un animal qui est à la fois légendaire et à la fois potentiellement réel. Donc ce qui fait que c'est intéressant et c'est important pour les cryptozoologues, c'est pas le découvrir en fait, c'est le fait que ce soit probable. Parce que justement, c'est ça qui permet le fantasme. C'est ça qui permet justement de continuer à avancer dessus, de créer la quête personnelle, parce qu'il y en a, c'est une quête personnelle, mais aussi de réfléchir à quelque chose. En général, le cryptide, il ne sort pas de nulle part. Souvent, ils émergent dans des moments de rupture sociale, de changement de société, de changement sociétal. On se pose des questions sur la nature. Qu'est-ce qui reste à protéger? Qu'est-ce qu'il y a encore à protéger, etc. Donc le cryptide est intéressant parce que justement, et c'est pour ça qu'il persiste tout le temps, hein. L'intérêt cryptozoologique est constant dans nos sociétés, mais aussi dans d'autres sociétés, parce qu'en fait, c'est aussi un vecteur de réflexion sur ce qu'on est, notre rapport au monde naturel, et notamment, c'est aussi lié à la pensée écologique. Que ce soit au Japon, en France ou en Finlande, l'intérêt cryptozoologique, c'est-à-dire l'intérêt pour les animaux qui sont inconnus de notre registre de catégorisation, il est là parce que aussi, il nous permet de réfléchir sur ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe dans la nature, et justement, nous connaître mieux à travers justement ce prisme-là. C'est un support de réflexion, en fait. C'est pour ça qu'il est important et qu'il persiste dans la culture populaire à travers différentes formes, hein, que ce soit dans Pokémon ou la chasse au Bigfoot. Au fond, c'est la même chose, en fait. Si vous voulez, ce sont des créatures inconnues qui stimulent l'imagination. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que l'Ibagon est un cryptide parfait. C'est qu'à la fois, il est probable, à la fois il soulève un questionnement proche du Bigfoot, c'est-à-dire la frontière entre le mal et l'animal, la nature sauvage, parce que le Bigfoot c'est aussi le symbole du dernier patient de la nature sauvage, hein, la Colombie-Britannique, une forêt gigantesque. Et effectivement, le Bigfoot il représente ça aussi. Et c'est pour ça que l'Ibagon il a aussi cet aspect-là. Mais aussi le fait qu'il soit improbable de découvrir l'Ibagon, ça fait que on pourra toujours l'avoir comme symbole justement. Parce que ce qui est un peu, on va dire, ironique dans la cryptozoologie, c'est que cette discipline s'esquinte à se détruire. Parce qu'en fait, finalement, s'il découvre un cryptide, c'est plus un cryptide. Donc il passe dans la zoologie, il n'est plus dans la cryptozoologie. Donc en fait, les recherches cryptozoologiques visent à s'auto-saboter. Et donc c'est pour ça que justement, le but, et d'ailleurs les cryptides qui sont les plus probables et qu'on va découvrir bientôt, il y en a qu'on le sait, hein, en général intéressent moins les gens. Le Bigfoot, il intéresse beaucoup parce qu'il y a peu de chances qu'on le découvre, parce qu'il y a ce côté symbolique très fort de la nature, et parce qu'il y a aussi ce côté justement questionnement sur la nature humaine. Donc certains sont plus intéressants que d'autres. Ce qui fait que le monstre du Loch Ness, il n'intéresse pas tant que ça les cryptozoologues parce que il est extrêmement improbable. Il y a vraiment, c'est quasiment certain qu'il n'existe pas, et donc forcément ça intéresse moins parce qu'on sait qu'il n'existe pas. Donc finalement, c'est pas, il n'y a pas le même charme en fait, si vous voulez. Donc ce qui est important dans la cryptozoologie, c'est l'entre-deux, c'est de maintenir la tension entre le probable et l'improbable, et quelque chose qui pourrait être découvert mais qui ne le sera sans doute pas. Et donc qui maintient tout le temps ce flou entre les deux. Voilà, je vais arrêter là pour exposer, puis comme ça, du coup, si on veut discuter un petit peu. Merci beaucoup, effectivement.